il est certain maintenant que le Covid-19 provient d'élevage d'animaux exotiques qui étaient élevés dans des zones de contact avec des régions sauvages en contraction. En contraction, c'est-à-dire qui avaient fait l'objet de pénétration et de cultures, de monocultures. Ces monocultures, ce sont soit des céréales, mais beaucoup d'alimentation pour les animaux, et ce sont des cultures, disons, avec des sélections de semences qui font que, si vous voulez, il y a eu un appauvrissement génétique, il y a un appauvrissement génétique des territoires, d'une part, et d'autre part, il y a une circulation du biotope qui ne se fait plus. Par ce biais-là, on a augmenté les aires géographiques de la production capitaliste, et cette augmentation des aires de production d'agriculture capitaliste est génératrice de ce qu'on appelle les zoonoses. Z-O-O-N-O-S-E-S. Je vous invite à lire l'article zoonose dans Wikipédia. C'est tout à fait édifiant. C'est un article qui a été écrit en 2000, donc ça date il y a 20 ans, et qui relate par le menu, à peu près, tous les problèmes que pose justement le développement de l'agriculture capitaliste dans les pays, dans les nouveaux pays industriels ou dans les pays qu'on appelait avant sous-développés ou en voie de développement. Ce qui est certain, c'est que 60%, c'est-à-dire plus de la majorité des nouveaux agents pathogènes qui sont recensés dans le monde ont pour origine justement ces zones géographiques de contact entre la nature dite sauvage, entre guillemets, et les zones urbaines. Et alors, pourquoi? Parce qu'il y a eu l'existence dans ces zones-là de populations qui vivent dans des zones périurbaines et qui entretiennent des relations avec le milieu de l'arrière-pays. Parce qu'il y a un sous-prolétariat, que ce sous-prolétariat ne peut pas vivre uniquement de ses salaires. Vous savez que les salaires sont des salaires de misère, que le logement est la plupart du temps insalubre ou n'existe pratiquement pas. Donc les gens se débrouillent comme ils peuvent, et se débrouillant comme ils peuvent, eh ben, ils font flèche de tout bois. Chez nous, on sait bien qu'au XIXe siècle, les ouvriers allaient aux escargots et allaient attraper des lapins, mettaient des pièges pour attraper les petits rongeurs. Eh bien, là, c'est exactement la même chose qui se passe. Et puis, en plus de ça, eh bien, il y a une demande de produits exotiques pour les marchés capitalistes des centres-villes. Et ces demandes de produits exotiques motivent des élevages. Et ces élevages, c'est les élevages de pangolins, par exemple, dont on a parlé. Donc, les agents pathogènes sont les sources primitives et ne sont plus qui sont les sources primitives de ces pandémies. Ces agents pathogènes ne sont plus contenus dans les limites des seuls arrière-pays. Donc, il y a une exposition au risque, là. Alors, les causes, eh bien oui, on va reprendre très vite, hein, la déforestation, le développement périurbain et l'insuffisance des systèmes de santé publique. Parce que ça aussi, évidemment, à partir du moment où, dans beaucoup de villes chinoises, de façon périurbaine, il n'y a pas d'assainissement. L'eau courante, elle est très chichement distribuée, etc. Parce qu'on a fait de l'urbanisation, on fait de l'urbanisation à tout va, et que ce qui importe aux responsables et aux bureaucrates qui dirigent les collectivités locales, ce sont les objectifs de croissance. Et pour afficher des objectifs de croissance, eh bien, on sacrifie absolument toutes les autres conditions de vie en commun et de vie sociale. Et en particulier, par exemple, il y a des villes où les services d'urbanisme n'existent quasiment pas.
Mais pourquoi? Alors, comment fait-on? Eh bien, ce sont les services de police qui remplacent les services sociaux, en quelque sorte. Et donc, on sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les réfractaires ou les gens qui ne se soumettent pas à cette discipline collective de la production à tout prix et à tout va, eh bien, ils sont écartés et ils sont mis dans des camps de travail, ils sont déplacés. Alors, ça, c'est un problème récurrent de la Chine. C'était déjà comme ça dans les années 60. Maintenant, il est évident que ça a beaucoup moins, c'est beaucoup moins important, mais ça existe toujours. Et c'est une manière, si vous voulez, de discipliner en fait le prolétariat et de l'assujettir à des conditions de vie et de travail qui sont, pour nous, qui vivons dans des pays capitalistes, qui sont quasiment hors normes. L'agriculture marchande, donc la grande culture, puisque la déforestation et l'urbanisation à outrance, c'est le produit de cette volonté de transformation de l'économie du pays en capitalisme marchand, donc et particulièrement de l'agriculture. Eh bien, cette agriculture sert de véhicule et de lien par lequel les agents pathogènes migrent des réserves les plus reculées vers les centres des populations les plus mondialisées. Alors, je vous ai expliqué que Wuhan, c'était une des villes les plus industrielles de Chine. C'était c'est un ensemble urbain de 11 millions d'habitants qui est en relation avec la quasi-totalité de la planète. Pourquoi? Parce qu'il y a des centres de recherche, parce que les activités industrielles sont multiples, parce qu'elles touchent tous les domaines de production, y compris les plus modernes, et que donc la circulation des gens, la circulation des informations et la circulation des marchandises font que s'il y a une atteinte pathogène sur ce milieu-là, eh bien, elle se diffuse instantanément sur l'ensemble de la planète. Et c'est exactement ce qui est arrivé, pas instantanément, mais très rapidement, puisque entre les premiers éléments contaminés à Wuhan et les premières crises, par exemple en France, eh bien, il se passe un mois, et un mois, c'est très très peu de choses. Faut se rappeler quand même qu'au début du siècle dernier, pour venir de Chine en France, il fallait 4 mois et demi à 6 mois, en passant par le canal de Suez. Hein. Donc, vous voyez, aujourd'hui, les virus, ils circulent beaucoup plus vite, évidemment. Bon, alors, par là, on en revient au problème de la rupture métabolique. Hein, j'ai essayé de vous expliquer, c'est pas simple. Hein. Je vais essayer de vous expliquer, je reconnais, la rupture, le fait de créer une industrie de rapport, une agriculture de rapport, le fait de créer une agriculture de rapport entraîne, si vous voulez, une rupture dans le cycle de reproduction des conditions naturelles, entre guillemets, naturelles, voilà, par la main de l'homme, évidemment, parce que c'est l'homme qui a façonné la nature, entre guillemets, hein, pour prendre une vision, si vous voulez, très classique et pas du tout moderne du rapport entre homme-nature, puisque maintenant on sait que, on conçoit davantage que l'homme fait partie de la nature, et faisant partie de la nature, par son propre activité, il la transforme, et que cette nature, ben, ma foi, elle est évolutive. Eh bien, que voulait dire, c'est que la rupture métabolique, c'est que l'évolution de cette nature, dans sa progression, échappe, si vous voulez, à la maîtrise ou à la satisfaction des besoins. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en est plus à une rupture métabolique, c'est-à-dire que non seulement on n'est plus capable d'apporter aux conditions naturelles de production agricole les ressources qu'on y prend, c'est-à-dire l'exploitation des terres agricoles fait qu'on prend plus de nutriments à la terre qu'on est capable de lui en refournir, mais on modifie les modes de reproduction biologique. C'est-à-dire qu'il y a une rupture qui est, qu'on pourrait appeler, ou
j'aurais tendance à appeler rupture dans le biotope. Et cette rupture dans le biotope, ça va beaucoup plus loin encore que la rupture métabolique. Alors, ça nous montre une chose, c'est que la pandémie actuelle, c'est un des symptômes, hein, de cette rupture et de la mise en cause des rapports entre l'homme et son environnement. C'est-à-dire que il faut absolument, là se pose la question de passer à un autre mode de rapport à la nature. Je dis bien un autre mode de rapport à la nature, c'est pas le problème de prendre soin de la nature. C'est-à-dire l'autre rapport à la nature, c'est un rapport, en fait c'est ce que Marx définissait déjà au milieu du 19e siècle, parce qu'il y avait des économistes américains ou des économistes anglais ou allemands qui avaient déjà compris le problème. Je vous rappelle que, en fait, c'est intéressant cette histoire, parce que c'est au moment où commence à naître l'économie capitaliste, c'est-à-dire essentiellement en Angleterre, et puis son extension aux États-Unis, parce qu'à cette époque-là, les États-Unis sont une colonie de l'Angleterre, et puis en Allemagne, parce qu'en Allemagne, en particulier dans le nord de l'Allemagne, il y a des rapports économiques très étroits avec le sud de l'Angleterre, eh bien, dans ces trois localisations, on observe des transformations du mode de faire valoir des terres à partir de l'interdiction du package des troupeaux des petits paysans dans les propriétés communes municipales. Donc les petits paysans sont obligés de fuir la campagne pour pouvoir survivre, et on fait tout pour que justement ils foutent le camp de la campagne, c'est les propriétaires terriens. Ce processus d'expropriation, eh bien, va se répéter. Il va se répéter par la colonisation aux États-Unis, et il va se répéter par l'institution de la grande propriété en Allemagne aussi. Les Junkers, ils ont leur origine là. Eh bien, ce changement dans leur rapport à l'environnement, c'est le point de départ, si vous voulez, c'est le point de départ d'un autre rapport. Parce que, vous voyez, ce changement, c'est un changement du rapport de propriété, en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens qui étaient possesseurs d'une terre, mais qui n'en étaient pas propriétaires, parce que l'idée d'être propriétaire d'une terre, ça n'avait pas de sens, même pour les nobles. La terre leur était dévolue de par leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père, les aïeux, trisaïeux, etc., etc. Ils étaient nobles. Ce n'était pas leur propriété. C'est le capitaliste, à partir du moment où il met en valeur une terre pour en retirer de l'argent, ça devient sa chose. Et à partir du moment où ce phénomène-là devient sa chose, le rapport à la terre devient un rapport de propriété direct. Et ce rapport de propriété direct, c'est un rapport d'exploitation. Exactement comme les entrepreneurs qui vont faire de la colonisation en Amérique, vont faire des esclaves leur chose, et ils vont exploiter la force de travail des esclaves. C'est exactement le même processus. Mais les bons marxistes traditionnels, ils avaient complètement oublié ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils disaient, bon, ben, le capitalisme, c'est dégueulasse, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Non, ce n'est qu'une partie du problème. La deuxième partie du problème, qui est tout aussi importante que la première, et nous le voyons aujourd'hui, nous sommes là pour en payer les conséquences, c'est l'exploitation de l'environnement, c'est l'exploitation de la terre. Hein? Du reste, Marx dit quelque part, dans ses premiers écrits économiques, l'origine de la valeur, c'est l'exploitation de la force de travail et l'exploitation de la terre. Il dit, le travail, c'est le père de la valeur, et la terre, c'est la mère de la valeur. Ça implique deux choses. Ça implique que, les marxistes européens en particulier, ont complètement oublié et occulté ce problème. Ce qui est marrant, c'est que c'est les Américains. Pourquoi les Américains? Parce que les Américains, ils ont été confrontés dans leur histoire
à la question indienne, le génocide indien, c'est-à-dire que la construction de l'agriculture américaine a pour base l'expropriation des Indiens de leur territoire. Mais pour leur territoire, ce n'est pas leur territoire, parce que les Indiens, ils parlent de mère nature, mais mère nature, c'est comme si c'était leur mère nourricière. C'est pas un rapport de propriété, c'est un rapport d'utilisation. C'est-à-dire que, eh bien, pour pouvoir utiliser la terre et pour que les Indiens nous foutent la paix, on va les faire crever. Et c'est très exactement ce qui s'est passé jusqu'au début du XXe siècle. Donc il y a cette histoire aux États-Unis, c'est-à-dire que le rapport à la terre, c'est un rapport d'expropriation, c'est un rapport de vol, de brigandage. Et la deuxième chose, c'est que le rapport à la terre, ça a été la mise en esclavage de populations immenses. Bon, on estime quand même qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'esclaves qui ont été ramenés d'Afrique pour travailler dans les plantations du sud des États-Unis. Et n'oublions pas quand même que le sud des États-Unis était possession française jusqu'à Louis XV, et que ce qui a fait une partie de la fortune du sud-ouest français, particulièrement de Bordeaux, Biarritz, etc., La Rochelle en particulier, c'était le commerce triangulaire, c'est-à-dire l'exploitation de ce commerce qui permettait de procurer des esclaves, d'amener des esclaves sur le continent américain et dans les Antilles. N'oublions pas non plus que, par exemple, les Antilles, c'était des territoires indiens, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des Indiens au départ, que ces Indiens ont été décimés et que cette décimation des Indiens a permis la colonisation et la mise en mouvement d'un esclavage massif et systématique. C'est pour ça que, par exemple, à Haïti, on voit que des Noirs, mais les Noirs, ce n'est pas la population originaire de Haïti. La population originaire de Haïti, elle n'existe plus, ou quasiment plus, il n'y a même pas 1% de la population. Donc voilà. Et donc ces Américains, eux, ont compris, en fait, ce que les économistes du milieu du 19e siècle étaient en train de mettre à jour, hein, de réfléchir comment on mettait en place un nouveau rapport à la terre, parce que l'idéologie du progrès n'est pas une idée qui date du milieu du 19e siècle. L'idéologie du progrès, c'est une idée qui revient des États-Unis au début du 20e siècle ou à la fin du 19e siècle. Pourquoi? Parce que les gens ne pensaient pas ne pensaient pas en termes de progrès. Les gens ont commencé à parler en termes de progrès lorsque le prolétariat a commencé à revendiquer une part de la valeur produite socialement. À partir du moment, c'est-à-dire le progrès, si vous voulez, c'est un avatar de la lutte des classes. C'est-à-dire que en quelque sorte, pour amadouer le prolétariat et pour lui dire il faut travailler plus, il faut travailler davantage, c'est la condition du progrès. Donc le progrès, c'est la récompense des sacrifices auxquels vous êtes capable de consentir en travaillant. Si vous voulez, c'est la récompense en ce bas monde. Mais la récompense en ce bas monde pour les générations à venir, et pas pour eux-mêmes, évidemment. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une idéologie, hein, c'est pas une idéologie qui vient de Saint-Simon, par exemple, parce que Saint-Simon, c'est un auteur économiste dont l'audience est assez importante en France après la période napoléonienne, qui dit eh bien, il faut organiser la société rationnellement, et l'organisation rationnelle de la société, eh bien, c'est autour des techniques et des machines. Donc, si on utilise correctement les machines, si on utilise correctement les techniques, eh bien, on va diminuer les efforts de travail, on va avoir des productions plus grandes, etc. Mais
c'était un modèle social, si vous voulez, à instituer, mais ce n'était pas l'idéologie du progrès telle qu'on nous a rabâché les oreilles jusqu'à maintenant, et c'est ça. Et maintenant encore, si vous voulez, cette idéologie du progrès, c'est quelque chose qui est absolument essentiel à comprendre, hein, et assimiler, parce que elle sous-tend, si vous voulez, tous les modes de consommation, tous les modes de développement des rapports sociaux à l'heure actuelle. Vous n'avez pas un téléphone portable, un iPhone, machin, je sais pas quoi, eh ben, vous n'êtes pas dans le progrès, vous êtes has-been, n'importe quoi. C'est une Rolex, hein. Enfin, tout le monde a une Rolex. Hein. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Alors, la fin de l'article que je vous ai proposé de regarder, elle est très marrante. Pourquoi? Parce qu'après nous avoir exposé très longuement quelles étaient les conditions de diffusion de ce virus et de cette pandémie, avant même que cette pandémie se développe. Alors évidemment, il y a dans l'article des erreurs sur la vitesse de dissémination de la pandémie, parce qu'effectivement, ça n'a pas été aussi vite et aussi massif qu'ils pensaient que ça pouvait l'être. Bref, dans ces prévisions épidémiologiques, eh bien, ils voyaient un peu le pire, et particulièrement, ils voyaient le pire aux États-Unis. En fait, ils ne se sont pas trop trompés sur New York. Pourquoi ? Parce que New York, si vous voulez, c'est un concentré des problèmes accumulés par le développement du capitalisme, et particulièrement du capitalisme financier. Alors, nous connaissons New York, nous. Alors, il y a deux façons de connaître New York. Il y a la façon dite culturelle, hein, c'est les arts, c'est les concerts, les expositions, etc., mais il y a aussi la bourse, Wall Street. Et effectivement, ce qui domine à New York, c'est ce qu'on appelle le capitalisme financier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le capitalisme financier? Eh bien, New York, c'est l'épicentre, si vous voulez, de toutes les très grosses banques américaines et mondiales. C'est-à-dire que c'est là où se mobilise la plus-value qui est accumulée par les capitalistes dans les différentes sphères de la production, et c'est là que sont concentrées toutes les décisions concernant l'utilisation de cette plus-value. En gros, pour faire simple, les banques américaines, aujourd'hui, elles ne financent plus le développement économique. Ça montre comment le modèle capitaliste n'est plus progressif, c'est-à-dire que au moins jusqu'à Keynes et puis jusqu'à Milton Friedman, jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'on pourrait dire la fin des années 60, c'est-à-dire la période de reconstruction un peu du capitalisme après la crise de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale, la finance avait pour objet, dans tous les manuels, par exemple, si vous prenez les manuels d'économie politique de Raymond Barre, paix à ses cendres, la finance, ça sert à financer l'investissement. Donc l'investissement, c'est-à-dire quoi? C'est l'accumulation du capital, c'est-à-dire la construction de logements, la construction d'usines, l'achat des machines, la construction de machines, la construction d'équipements privés, publics, etc., etc. Et puis, on s'aperçoit que les conditions d'accumulation, eh bien, elles sont complètement bouleversées à partir de la fin ou même du début des années 70. Qu'on a appelé la crise du pétrole de 73, en fait, ce n'est pas une crise du pétrole, c'est le début d'une crise de surproduction. Et depuis le début de cette crise de surproduction, eh bien, on a à la fois une diminution du taux de profit industriel et on a une diminution de l'investissement industriel et accessoirement aussi diminution de l'investissement public. Donc, à partir du moment
à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'accumulation de capitaux, elle continue, l'accumulation de capitaux, parce que l'agriculture capitaliste continue l'agriculture capitaliste continue à engranger des bénéfices, des profits, de la plus-value, etc. De même que le secteur automobile continue à vendre des bagnoles, on fait de la plus-value avec la vente de bagnoles, même la construction aéronautique, la construction... Et le logement, et ainsi de suite. Tout ça continue. Mais il arrive un moment où il y a trop. Il y a trop, et ce trop, eh bien, il dure depuis la fin des années 70. Donc on va avoir une période de stabilisation. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir imaginer d'autres utilisations pour les capitaux. Et ces autres utilisations de ces capitaux, ça va être de fournir la société dans un système de crédit. C'est-à-dire, on va récupérer... Alors, on va d'abord instaurer un système de crédit, c'est que les gens ne peuvent pas acheter parce que les salaires sont ce qu'ils sont, le niveau de l'emploi est ce qu'il est, la productivité du travail est ce qu'elle est, mais par contre, on va leur dire, ben écoutez, vous allez quand même pouvoir acheter puisqu'on vous permet de payer sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et en particulier sur la question du logement, la question du logement va devenir la question centrale. Et particulièrement aux États-Unis. Et la question centrale, rappelez-vous les discours de Sarkozy, il fallait que les Français deviennent les propriétaires de leur logement. Hein, c'est pas pour rien. Eh bien, c'était juste avant 2008. Hein. Bon, 2007-2008, vous savez, c'est l'effondrement d'un système de crédit au logement qui a été généré des passe-passe, des tours de passe-passe, etc. Il y a eu un aspect frauduleux là-dedans, mais ce n'est pas l'aspect frauduleux qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'il fallait que les capitaux trouvent un débouché, et qu'il n'y avait pas d'autre débouché à trouver que celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une crise du financement de la construction, parce que la construction devient un secteur clé pour pouvoir utiliser des capitaux. Il fallait valoriser les capitaux, et pour valoriser ces capitaux, eh bien, il fallait trouver un objet de valorisation, et l'objet de valorisation, c'était justement la construction individuelle, la construction pavillonnaire, l'achat de terres. Et un deuxième aspect, c'est que une fois que la crise de 2008 arrive, et que la question du logement, eh bien, elle ne peut plus se poser dans les mêmes termes qu'elle se posait auparavant, puisque ça a été un coup d'arrêt net, si vous voulez, en tout cas aux États-Unis et en Europe, dans le financement de la construction à tout va, eh bien, il fallait trouver d'autres débouchés.